Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la pilote Touria Chaoui. C'est la première pilote du Maghreb et du Maroc. Et Touria Chaoui a été victime de ce qu'on appelle un assassinat politique, mais en même temps un assassinat historique. Pour situer un peu le sujet, je vais dire que cette initiative s'inscrit dans un désir de diffusion du savoir, des connaissances au sein de la population du Maroc. Les statistiques internationales montrent que le Maroc se classe parmi les pires au monde pour l'éducation publique, pour la culture, etc. Donc tous ceux et celles qui croient que la culture est un droit fondamental, l'éducation est un droit fondamental et un investissement dans l'avenir du pays, dans les enfants du Maroc, on est interpellé par faire cette initiative-là. Ça veut dire trouver tous les moyens possibles pour diffuser le savoir au sein de la population. Pour m'identifier, j'enseigne à l'université Bishops au Canada. Je me spécialise dans l'histoire des femmes au Maroc. Je me spécialise également dans les construits des genres féminins masculins au Maroc et certains sujets des droits humains au Maroc. Et j'ai écrit quelques livres sur le sujet. Donc aujourd'hui, je le consacre à Touria Chaoui qui y a été assassinée à l'âge de 19 ans. Et pourtant, c'était une grande dame qui a accompli déjà de grandes choses. Pour comprendre donc le motif de cet assassinat, je vais commencer d'abord par situer un peu la vie de Touria Chaoui. Touria Chaoui, elle est née au sein d'une famille bourgeoise à Fès en 1936. Son père était un avant-gardiste. Abdelwahed Chaoui, c'était un homme de théâtre et qui croyait à l'éducation pour ses enfants en général, mais certainement pour les filles. Donc il a tenu à offrir à sa fille, Touria Chaoui, une éducation de qualité. Elle fait partie des rares femmes dans les années, comme on peut l'imaginer, 40-45, à avoir été éduquée. Elle avait un esprit vif parce que déjà à l'âge de 7 ans, elle avait organisé une grève contre les colonialistes, contre la présence française au sein de son école. Ce qui s'est passé après, c'est que les autorités françaises ont décidé de punir cette agitatrice. Quand ils se sont pointés à la maison de Touria Chaoui, ils se sont rendus compte qu'en fait c'est juste une fillette de 7 ans. Donc ils ont donné un avertissement en bonne et due forme à son père. Alors son père, au lieu de la réprimer, il a fait l'inverse. Il a décidé de l'amener avec lui dans le monde du théâtre, sur la scène. Et donc on voit que Touria Chaoui, déjà à l'âge de 7 ans, 13 ans, etc., elle gravitait dans un milieu d'hommes, au sein des hommes, et elle parlait comme eux avec une grande liberté. Donc c'est une femme pionnière, c'est une jeune fille pionnière qui avait des idées pionnières et qui a bénéficié d'une éducation d'avant-garde. Seulement, elle s'est découverte une autre passion, une autre vocation au-delà du théâtre, et c'était l'aviation. Donc elle s'est rendue compte qu'elle avait une passion pour les avions, et finalement, à l'âge de 14 ans, elle a décidé qu'elle voulait être pilote. Le seul inconvénient, c'est que la seule école qui dispensait une formation en apprentissage de pilotage, c'est une école française qui de plus est chapeautée par l'armée de l'air française et qui était donc réservée à une élite masculine française. Donc la question, c'est comment une fillette, qu'on appelait à l'époque une fatna, parce que c'est comme ça que les colonialistes appelaient les Marocaines, comment une fatna peut aller étudier à l'âge de 14 ans dans une école militaire et avoir un apprentissage pour être pilote. Donc, et le père et la fille ont été accueillis avec dérision. Sauf que Abdelwahed Chaoui avait des connexions, il avait des connaissances qui étaient très importantes, qui sont intervenues en faveur de Touria Chaoui.
Donc, Touriachaoui a réussi finalement à s'inscrire à l'école pour apprendre, pour devenir pilote. Le hic est que son apprentissage était parsemé d'embûches et d'obstacles. Par exemple, les horaires étaient très tôt le matin ou très tard le soir, des horaires pas convenients du tout, etc. Mais elle ne s'est pas laissée intimider. Elle a décidé de continuer son apprentissage, quel que soit le prix. Et finalement arrive le grand jour, le jour du vol solo à 40 000 km d'altitude et qui donc représente l'examen final de pilotage. Et là, on voit que c'était vraiment une journée comment on appelle ça, d'orage violent, etc. L'école, dans des circonstances comme ça, ils annulaient tout simplement, ils reportaient la date de l'examen, le vol solo, à une autre journée. Mais la direction n'a pas décidé, n'a pas jugé utile d'étendre cette prérogative à une fatna. Donc malgré la météo qui n'était pas clémente du tout, Touriachaoui a relevé le défi. Ce qui fait que à l'âge de 16 ans, soit le 17 octobre 1951, elle est consacrée la première femme pilote du Maroc et du Maghreb également. Donc inutile de vous dire qu'après ça, Touriachaoui est devenue une vedette. Les associations de femmes la sollicitaient pour intervenir, parler en faveur de l'éducation des filles, la formation professionnelle des filles, mais également elle a reçu une photo dédicacée de Jacqueline Auriol, pilote d'essai française et nièce du président français, du président de la République française à l'époque. De même, elle a été reçue au palais par le futur roi Mohammed V. Donc c'est à partir de cette époque-là que les activités militantes et associatives de Touriachaoui se sont emballées. Donc elle a beaucoup travaillé, elle a beaucoup parlé en faveur de l'éducation des filles. La suite était un peu surprenante parce que Touriachaoui était vraiment aimé par les Marocains et les Marocaines. D'abord, on voit que les Chaouis, la famille Chaoui, apprend qu'ils sont sur la liste noire des autorités françaises, de la présence française. Donc ils étaient obligés de se réfugier, de fuir et de prendre refuge en Espagne, le temps jusqu'à ce que finalement l'indépendance ait été négociée et qu'ils puissent revenir au Maroc. Après, Touriachaoui a marqué les esprits parce qu'elle survolait, comme à la veille de l'indépendance, il survolait les cieux de Casablanca et certainement le palais royal en distribuant des tracts nationalistes pour célébrer l'indépendance du Maroc, en faisant des pirouettes aériennes avec son avion. Donc il a marqué les esprits de cette façon-là. La suite, donc, comme j'ai dit, est assez surprenante parce que dans une, comment on appelle ça, dans une ambiance de fête, de célébration, de festivité, d'euphorie populaire, parce que là, vraiment, on a gagné l'indépendance, etc., soit le 1er mars 1956, Touriachaoui a été assassiné, quelqu'un lui a tiré dessus, à bout portant, devant le domicile familial, alors qu'elle était au volant de sa voiture, et qu'elle ramenait de l'école, elle amenait de l'école son petit frère Salah ad-Din, de l'école à la maison. On sait que son assassin est le tueur à gages Ahmed Touel. On sait également que Ahmed Touel a tué un ensemble de militants, des résistants, des membres très importants de l'armée de libération, Jaish Tahrir, et donc il les a tués de la même façon, à savoir au volant de leur voiture, à bout portant, et que c'est considéré comme un crime politique, évidemment, ça l'est. Mais par contre, pour Touriachaoui, ça n'a pas été comme mentionné ou dit que c'était un crime politique. Pourtant, il l'était, parce que c'est Ahmed Touel, c'est les mêmes méthodes d'assassinat.
On voit que le résistant maître Omar Slaoui a été tué de la même façon. Les historiens, les chercheurs, ils pensent que Touriya Shawi a été assassinée parce qu'elle représente l'émancipation des femmes, elle représente la modernité. Et on sait que le Maroc, à l'ère de l'indépendance, il a fait un recul en arrière pour les droits des femmes et non en avant. Et je m'explique. Ce qui s'est passé, c'est que les femmes ont participé dans les luttes anticoloniales. Et donc, ils ont été présentes à tous les niveaux, que ce soit y compris pour faire le transport des armes de façon illégale sous l'autorité française ou espagnole d'un coin à l'autre, etc. Mais également dans les partis politiques, que ce soit Al-Islah al-Watani, que ce soit Hizb al-Istiqlal, etc. Donc elles ont été très présentes et certaines ont démontré qu'elles ont la capacité de gouverner, mais elles n'ont pas été nommées à aucun gouvernement du Maroc post-indépendant, par exemple. Et donc, en fait, cet assassinat montre qu'on veut renvoyer les femmes à la maison. Et c'est ce qui s'est passé, à leur place. Là, on va les remettre comme dans le domicile privé. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec la Moudawana. Donc le Maroc a adopté un code de la famille, Al-Moudawana, qui est parmi les rétrogrades dans la région. Et pourtant, comme j'ai dit, les femmes, elles ont été présentes dans les luttes anticoloniales, dans le mouvement national, dans les revendications pour l'éducation des femmes. Et certaines, elles sont considérées comme pionnières du féminisme moderne. S'ajoute à ça, donc, c'est un crime politique qui n'a jamais été reconnu comme tel. On ne sait pas qui sont derrière ce crime politique. Il s'ajoute à ça, c'est que tout simplement, elle a subi ce que Fatima Mernissi dirait un assassinat historique, c'est-à-dire on n'a plus jamais parlé d'elle, elle a sombré dans l'oubli. Et moi je parlerais d'un assassinat médiatique, sauf que jusqu'aux dernières décennies finalement, où des auteurs, des autrices, des chercheurs ont commencé comme à réhabiliter sa mémoire et dans le but de donner visibilité à ces grandes dames du Maroc. Son frère a écrit un livre sur elle que je vais rajouter à la suite de cette vidéo. J'ai écrit moi-même quelques chapitres de livres sur elle. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que dans les vidéos qui suivent, je vais parler d'autres femmes extraordinaires, d'autres femmes ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires et qui ont contribué au Maroc, au bien commun, mais qui ont sombré dans l'oubli. Si vous avez des commentaires ou vous connaissez d'autres femmes aussi, vous pouvez me les laisser, les mentionner en bas. Merci bien